Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à notre webinaire spécial IACH, c'est l'Académie internationale d'hématologie clinique. Ce webinaire concerne les avancées du myélome multiple en post-congrès de l'ASH 2024. Nous sommes vraiment ravis de vous retrouver aujourd'hui. C'est devenu maintenant une tradition. La dernière fois, c'était le congrès de l'IMS, la Société internationale du myélome, qui avait eu lieu au Brésil. Et cette fois-ci, donc, on va aborder les dernières avancées majeures dans le traitement du myélome en lien avec le congrès de l'ASH 2024 qui avait eu lieu à San Diego. Et comme vous le savez certainement, c'est l'un des plus grands événements mondiaux en hématologie. Alors, c'est très simple, les thématiques, le contenu de ce webinaire est très simple. Quels sont les nouveaux traitements dont il faut parler? Quels sont les progrès qui ont été faits pour améliorer la qualité de vie des patients? Et comment ces innovations vont-elles transformer la prise en charge et comment on soigne le myélome aujourd'hui en février 2025? Comme toujours, je suis heureux et honoré d'avoir à mes côtés trois collègues experts dans le domaine, à savoir, je le dis simplement par ordre alphabétique, le docteur Arthur Bobin du CHU de Poitiers à Poitiers, le docteur Titouan Cazobiel du CHU de Bordeaux, mais maintenant à Toulouse, il me semble, et puis le docteur Thomas Chalopin du CHU de Tours, à Tours, comme son nom l'indique. Et puis, comme toujours, on a un représentant de l'Association des malades, la fameuse AF3M, dont je salue tout le conseil d'administration, et donc son past president, comme on dit, membre du conseil d'administration, le fameux Bernard Delcourt. Bonsoir Bernard. Bonsoir Mohamed. Et donc, le principe euh, est relativement direct, quoi. Vous posez vos questions, je les partage avec les experts. Bernard donnera son point de vue, je dirais la vision du malade, et les experts essaieront de vous apporter des réponses claires dans un langage accessible. Et puis en mettant l'accent surtout sur ce qui change concrètement pour vous, patients ou encore famille de patients. Donc, n'hésitez pas, s'il vous plaît, à poser vos questions. Alors, il se peut que je ne prenne pas votre question immédiatement parce qu'on essaie un peu de structurer cette conférence, mais sachez qu'à un moment ou un autre, elle sera abordée et parfois les questions arrivent un peu en retard alors qu'on les a déjà abordées, donc je vous prie de m'excuser par avance. Alors, comme toujours, je précise, on essaye d'éviter les consultations entre guillemets très personnelles sur des cas précis, mais bien évidemment, on fera le maximum pour essayer de répondre à ces problématiques, peut-être en aparté ou après la conférence. Donc, encore une fois, bienvenue à tous. C'est une participation record et je m'en réjouis. Je vois déjà qu'on a monsieur ou madame Mousli qui nous dit bonsoir à tous, Damien. Bah, écoutez, bonjour la Picardie. Je vais faire maintenant comme à la télé, l'émission Interville, hein. Voilà, sans trop tarder, je vais quand même poser la première question à nos experts. Allez, Arthur, puisque c'est par ordre alphabétique. Euh, Concernant le traitement du myélome du malade, entre guillemets, soit âgé, soit non éligible à la greffe, soit qui n'a pas envie d'avoir une greffe, quels sont les highlights du congrès de l'ASH pour toi? L'année 2024, elle avait été riche en actualité pour ces patients, hein. Donc on dit non éligibles à la greffe, les patients un peu plus âgés. On avait eu les essais IMROSE, donc on a eu 3 phases 3, hein, IMROSE, BENEFIT
et puis l'essai Cepheus, qui avait testé donc, ce qu'on appelle la quadruplette, donc avec un anticorps anti-CD38, un inhibiteur du protéasome, habituellement c'est le bortezomib, associé au lénalidomide et à la dexaméthasone. Et donc ces trois essais ont marqué vraiment l'année 2024 en démontrant la supériorité d'un schéma avec une quadruplette pour ces patients. Euh, à l'ASH, on a eu l'actualisation de deux de ces essais, à savoir IMROSE et Cepheus. On avait des analyses, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, parce que là on était vraiment sur des analyses assez poussées de la MRD, mais globalement, on montrait qu'avec plus de recul dans le temps, on améliorait les taux de réponse avec ces fameuses quadruplettes. Donc ça assoit encore plus la quadruplette pour ces patients non éligibles à la greffe. Donc je pense que c'est ça le grand message à retenir. Mais surtout, on a eu un essai donc, de l'IFM présenté par Salomon Magnier du CHU de Lille, qui s'appelle l'essai IFM 2017-03. Et là, il concernait alors, un sous-groupe encore de ces patients non éligibles, qui sont les patients qu'on dit frail. Donc ce sont les patients plus âgés et plus fragiles. Et pour ces patients, on manque quand même d'essais randomisés spécifiquement dédiés à ces patients. Et l'essai randomisé un traitement par daratumumab, lénalidomide, et avec, et c'était ça la nouveauté, un arrêt précoce de la dexaméthasone contre un bras contrôle qui était lénalidomide et dexaméthasone, qui est un traitement qu'on fait généralement chez ces patients un peu plus âgés. Et donc, on a montré dans cet essai vraiment une nette supériorité en termes de PFS, donc en termes de survie, de rémission, hein, si je puis dire, euh, pour ces patients qui avaient donc DRD. Donc, pour ces patients âgés, plus fragiles, plus comorbides, on peut proposer, donc là, pas, cette fois, pas forcément une quadruplette, mais un schéma avec un anticorps anti-CD38, avec une très bonne efficacité et très peu de toxicité, puisqu'en fait, on démontrait que la tolérance était très bonne avec l'anticorps anti-CD38, on rajoute, et surtout avec l'arrêt de la dexaméthasone, on s'épargne quand même de beaucoup d'effets secondaires. Donc le gros highlight pour ces patients, c'était vraiment cet essai IFM 2017-03 pour les patients fragiles, et puis des actualisations d'Imrose et de Cepheus qui prouvent que pour les patients donc un peu plus jeunes, mais qui restent non éligibles à la greffe, on peut proposer une quadruplette. Excellent, merci beaucoup Arthur. Donc en gros, le gros highlight, on peut se débarrasser de la dexaméthasone et ça, à mon avis, aucun malade ne va s'en plaindre ou va le regretter. Bernard, tu confirmes? Oui, moi je découvre, si tu veux, que moi je fête mes 17 ans d'ancienneté dans le myélome multiple, donc j'ai été traité avec un jeu de boules à deux boules, donc et j'observais qu'on est passé avec un jeu de Donc tu es pétanque Platinum for Life, si j'ose dire. de C'est 2 10 à ans, il 4 faut. boules et qu'il y avait toujours la boule la dexaméthasone n'avait pas de concurrence, hein. Dans les autres classes de médicaments, il y a toujours différentes possibilités, voilà. Et c'est vrai que d'imaginer que demain on pourra, je dirais, être traité sans dexaméthasone, c'est vraiment une bonne nouvelle, voilà. Et puis la deuxième bonne nouvelle que je viens d'entendre de la bouche d'Arthur, c'est que quand même les nouvelles triplettes, quadruplettes testées, là, au travers de ces essais, montrent qu'on aboutit à des réponses plus profondes. Donc, j'imagine qu'avec des réponses plus profondes, avec une maladie résiduelle atteinte, on bénéficie de périodes de rémission beaucoup plus longues. En moyenne, je m'entends. Excellent, merci beaucoup Bernard. Effectivement, donc on peut se débarrasser de la dexaméthasone et je rappelle que en dehors de ce protocole IFM sur le sujet très âgé, fragile, au-dessus de 80 ans, où le professeur Magnier a montré de manière très élégante que on peut, avec efficacité, minimiser l'impact de la dexaméthasone. Nous avons un autre essai clinique du groupe IFM et que certains malades peut-être y participent, où là, cette fois-ci, en rechute, on fait une étude comparative avec ou sans dexaméthasone. Il s'appelle d'ailleurs Freedom, Free of Dexamethasone in Myeloma. C'est vous dire Ouais, la liberté que vous allez avoir, les gars. c'est très Euh, clair comme appellation. ça peut pas être plus clair que ça. Et donc, c'est un protocole où, par exemple, on va essayer l'isatuximab. Alors, ceux qui aiment les marques, c'est Sarclisa, Hmm. plus pomalidomide et dexaméthasone. Pomalidomide, c'est Imnovid. Alors, d'habitude, on ne parle pas en nom de marque, mais je sais que beaucoup de malades C'est plus raisonnent simple pour les en malades, termes. hein, si tu veux. Voilà. Ou encore Sarclisa, Carfizomib, plus dexaméthasone. Et puis, il y a un groupe qui va avoir la dexaméthasone, un autre groupe qui ne va pas avoir la D'ailleurs, dexaméthasone.
Carfilzomib, c'est Kyprolis, hein. On peut dire d'ailleurs que ces associations sont en cours d'évaluation par la HAS aujourd'hui, voilà, que tu viens de citer, pour le sarclisa en première ligne de traitement. Oui. Alors, du coup, ça nous amène, deuxième information, outre la dexaméthasone, ce que Arthur a résumé très bien, c'est que de plus en plus de malades euh, non greffables, ou en tout cas qui ne seront pas greffés, vont pouvoir bénéficier de 4 médicaments au lieu de 3. Le standard, c'était daratumumab, donc Darzalex, lénalidomide, le fameux Revlimid et dexaméthasone. Une étude dont vous avez peut-être entendu parler qui s'appelait Maya, elle s'appelle toujours. Et là, on a un nouveau schéma, le protocole IMROSE, où là, c'est Sarclisa, bortezomib, Velcade, Revlimid et dexaméthasone. Alors justement, on a une première question, je ne sais pas qui va la prendre, Titouan ou Thomas. Comment on sélectionne les malades? On me pose s'ils vont recevoir 3 ou 4 médicaments. Comment se fait le choix? Moi, Thomas? je peux répondre, oui. Oui, Bonsoir vas-y. à tous. Merci Mohamed encore pour l'invitation. Alors, c'est une question qui est assez simple en pratique parce qu'on se base d'abord sur une chose qui est plutôt facile, c'est l'âge. Donc, on se dit, les patients de moins de 80 ans, on peut essayer de leur proposer ces fameuses associations à 4 molécules. Puis après, vous savez bien qu'il y a des différences entre l'âge physiologique et l'âge sur la carte d'identité. Donc, on regarde ensuite les comorbidités. On dit si le patient est fragile ou pas. Et en fonction, on peut commencer par cette association à 4 molécules. Donc, on distingue 2 grandes populations, les patients qui sont éligibles à l'autogreffe, historiquement les patients de moins de 70 ans, et les patients qui peuvent avoir une autogreffe dès le diagnostic, donc de plus de 60, qui ne peuvent pas avoir d'autogreffe, plus de 70 ans. Et maintenant, avec l'arrivée de ces nouvelles associations, il apparaît une zone grise de 50, entre 65 et 70 ans. On va être là, nous, médecins, beaucoup plus sensibles justement aux comorbidités du patient et puis à comment se passent les premiers cycles de traitement, voir s'il y a beaucoup d'effets indésirables pendant le premier, le deuxième cycle. On sait que ça va être compliqué d'amener le patient jusqu'à l'autogreffe. Et maintenant, on a ces combinaisons, certes longues, parce que c'est quasiment 1 an de traitement avec les 4 molécules, mais qui permettent d'avoir des résultats qui sont exceptionnels pour des patients avec cet âge-là. Excellent, merci beaucoup. Bernard, quels sont les échos qu'on a des malades et au niveau de l'association sur le fait de devoir recevoir plus de médicaments pendant des périodes assez longues? Quelle est la doléance? Je dirais, la question que se posent les malades pour moi, enfin, ce que j'entends, hein, c'est pas le nombre de médicaments, c'est plutôt, si tu veux, d'arriver à nous proposer des périodes avec un stop de traitement. Voilà. Hein, ce qui apparaît compliqué quand même, hein, je sais que vous l'avez pas encore évoqué aujourd'hui, mais derrière ces 6 mois de traitement ou cette année de traitement, il peut y avoir derrière un traitement d'entretien, mais je pense que c'est une question qui sera abordée ce soir. Voilà. C'est, alors, on sait que pour certains profils de malades, c'est difficilement envisageable, mais voilà, mais pour les malades pour qui c'est envisageable de dire s'ils ont devant eux une période de 6 ans, 8 ans, voire 10 ans de rémission, on en rencontre aujourd'hui, d'avoir un stop de traitement, c'est quand même quelque chose qui est vraiment très apprécié. Merci. Et on a un patient qui pose la question, qu'est-ce qu'une comorbidité? Alors c'est vrai, on utilise parfois Ouais. notre jargon. Comorbidité, c'est un antécédent médical, une situation qui rend le malade un peu fragile. Quelqu'un qui a fait par exemple un infarctus du cœur, Oui, c'est une voilà. comorbidité. Je suis Quelqu'un rentré dans qui, cette catégorie-là l'année dernière. voilà, quelqu'un qui a fumé beaucoup, et je vous déconseille, bah, ça crée une fragilité, une comorbidité pulmonaire. Quelqu'un qui a un problème rénal, c'est une comorbidité rénale et ainsi de suite. Euh, on a une autre question de monsieur ou madame Mousli. Alors ça, c'était la Picardie, je crois. Et je vous réciterai tout à l'heure toutes les régions connectées. D'ailleurs, je tiens à saluer ceux qui se connectent en dehors de l'Hexagone. On a la Réunion, on a Athènes en Grèce, on a l'Algérie, on a le Maroc, on a même le Québec connecté. C'est quand même incroyable. Et la Grèce, je l'ai vu aussi. Oui, 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 absolument. La Grèce, quelqu'un d'Athènes est connecté. Donc,
On a parlé de cette quadruplette et donc on nous pose la question, quelle est la subtilité vis-à-vis du Darzalex VRD? Parce qu'apparemment, il y a un malade qui reçoit Darzalex VRD. Qui peut répondre, Titouan? Oui, je peux bien répondre, bien sûr. Le Darzalex, donc le daratumumab, c'est également un anticorps monoclonal qui cible le CD38 comme l'isatuximab. Donc, il n'y a pas vraiment de données qui prouvent qu'un traitement est meilleur qu'un autre. Et d'ailleurs, Arthur parlait des deux essais, hein, donc les deux essais avec les quadruplettes, Cepheus et Imrose, et les résultats sont tout à fait comparables, même si scientifiquement, c'est impossible de comparer de manière stricte les deux, mais il n'y a pas de données qui feraient qu'un traitement serait meilleur qu'un autre. Donc, pour l'instant, c'est sûr que le daratumumab, c'est un médicament qui est largement utilisé. L'isatuximab aussi. Ce qui varie potentiellement, c'est les modalités d'administration, sachant que le daratumumab est par voie sous-cutanée. L'isatuximab est en train, grâce justement à Arthur Bobin qui mène un essai là-dessus, de pouvoir être administré par voie sous-cutanée, mais pour l'instant, on l'utilise plus par voie intraveineuse en dehors des essais cliniques. Mais sinon, il n'y a pas il y a pas de différence attendue sur l'efficacité du traitement. Pour l'instant, l'isatuximab, on peut l'utiliser que par voie intraveineuse, mais j'espère que bientôt, on pourra également l'utiliser par voie sous-cutanée, parce qu'on sait que pour les patients, c'est quand même beaucoup plus pratique et commode. Excellent, merci beaucoup. Et pour réparer une injustice, bien sûr, on a des connexions de Suisse, donc bonsoir la Suisse, et d'Allemagne. Bonsoir l'Allemagne. Donc, vous voyez, là, vraiment, je vais faire mon interville à l'ancienne. Euh, Très bien. On a une question par rapport à... C'est vrai que Bernard a souligné, c'est faire... Alors, c'est pas un stock de traitement pour ceux qui ont pu entendre un stock, c'est un stop de traitement. C'est-à-dire Oui, envisager oui. des pauses. Ça veut dire avoir des traitements à durée déterminée en quelque sorte versus les durées indéterminées. Le CDD versus le CDI en Oui, gros. voilà. Alors, bien évidemment, on rencontre rarement des malades qui ont envie de prendre des médicaments à vie. Arthur, aujourd'hui, notamment au regard de cet aspect de maladie résiduelle, quels sont les espoirs qu'on a, parce qu'il faut quand même donner un peu d'optimisme aux malades et qu'on va les soigner, ils vont être en rémission, on va peut-être même les guérir et ils ne seront pas obligés de prendre des médicaments à vie. Alors, quelle est notre vision actuellement? Euh, c'est vrai qu'on parle aujourd'hui beaucoup de maladies résiduelles. Donc, en fait, pour rappeler aux gens qui nous suivent, ça représente la réponse, la meilleure réponse qu'on peut obtenir. Voilà. Globalement, je pense qu'on peut le simplifier comme ça. Et donc, après, il y a des mathématiques, hein, mais c'est mieux d'avoir une maladie résiduelle le plus profonde possible. Donc, 10-5, c'est encore mieux 10-6, etc. Et aujourd'hui, c'est devenu un critère pour de nombreux essais, pour comparer les traitements, celui qui permet d'obtenir la meilleure MRD, donc cette fameuse maladie résiduelle. Et aujourd'hui, on a vu, alors si on sort un peu des patients non éligibles à la greffe, on a vu que pour les patients qui sont donc éligibles à l'autogreffe, qu'on préconise encore en 2024-2025, on a eu des essais comme l'essai Perseus, et récemment même un essai du groupe allemand, donc qui font quadruplette anti-CD38, Velcade, lénalidomide, dexaméthasone, suivi d'une autogreffe, qui montre des taux de MRD qui sont tout à fait impressionnants et donc qui permettent une rémission qui est prolongée. Puisqu'aujourd'hui, atteindre cette fameuse MRD, ça se traduit par des années de survie en fait, et des années qui éloignent la rechute de plus en plus. Et donc aujourd'hui, voilà, on a pour ces patients, principalement hein, pour les patients éligibles à la greffe, on a un espoir d'arrêter ensuite les traitements, donc faire des traitements, comme on disait, à durée fixe, le CDD. Pour les patients qui sont non éligibles à cette autogreffe, on a quand même un petit peu plus de bémol là-dessus. Historiquement, les traitements ont été administrés de façon continue. On a peut-être un petit espoir avec les anticorps bispécifiques, mais là, on est un petit peu plus dans le futur, si je puis dire. On est un peu moins dans l'actualité. Mais on a encore eu voilà, l'essai donc GMMG HD7, un nom un petit peu barbare du groupe allemand, qui a été dans le sens de l'essai Perseus avec Dara VRD. Et là, ils avaient utilisé Isatuximab, donc le Sarclisa associé à VRD, et qui montre des taux de réponse avant
après l'autogreffe des taux de MRD qui sont tout à fait impressionnants et qui vont se traduire, on l'a déjà vu avec Perseus, par des PFS qui sont vraiment impressionnants. Donc vraiment, ouais, il y a un vrai espoir avec ces schémas d'immunothérapie donc à 4 molécules d'atteindre, de pouvoir arrêter les traitements à un moment donné. Alors, on a une question plutôt pratico-pratique et technique concernant la MRD. C'est Monsieur Balero, Philippe Balero, qui pose cette question. C'est NGS versus cytométrie. Alors, c'est de la technique, mais je crois que ce qui compte pour les malades, et malheureusement, on ne peut pas faire autrement pour le moment, c'est un myélogramme. Après, une fois qu'on a fait le myélogramme, je pense que ça n'a pas grande importance pour un malade si on fait par NGS ou par cytométrie. Bernard, quel est le myélogramme? Il a vraiment très mauvaise presse auprès des malades? Je- je- oui et non, je dirais. Moi, personnellement, on m'a proposé un myélogramme, c'est pas, enfin, je veux dire, c'est pas douloureux, enfin, c'est fait par quelqu'un, enfin, voilà, donc, mais je sais que chez certaines personnes, oui, mais moi, personnellement, je trouve que c'est un acte tout à fait classique, si tu veux, et j'ai subi pire, si je peux me dire, par exemple, dans les examens médicaux, les opérations auxquelles tu es confronté. Enfin, voilà. En effet, un élément de positivisme en quelque sorte, c'est que aujourd'hui, ce n'est pas en routine, mais il y a des nouvelles techniques pour essayer d'évaluer la MRD Et dans le au travers sang, d'analyse de sang, oui. voilà, par spectrométrie de masse. Je pense dans les 3 à 5 ans, ça va être disponible, mais pour le moment, on ne peut pas, entre guillemets, échapper à ce fameux myélogramme. Alors, on a une question avant de passer à d'autres sujets sur ces traitements par quadruplète, à savoir, est-ce qu'on est obligé d'aller tout le temps à l'hôpital pour ces traitements? En quelque sorte, alors je sais que en fonction des régions, des villes, l'organisation est différente. Qu'est-ce qui est fait pour, je dirais, minimiser le fardeau de ces traitements, de ces déplacements à l'hôpital continu? Titouan? Effectivement, comme ce qui a été dit par Mohamed juste avant, ça va dépendre de l'hôpital et de la région dans laquelle vous êtes, mais maintenant il y a de plus en plus de possibilités de traitement à domicile, à la maison, avec des systèmes d'HAD, d'hospitalisation à domicile. Donc ça peut être des choses qui peuvent être facilement en fonction de la région dans laquelle vous êtes mis en place pour éviter, parce que c'est sûr que sur les traitements a fortiori continus, comme on discutait précédemment, les allers-retours à l'hôpital peuvent être assez fréquents et au bout d'un moment assez difficiles à supporter d'un point de vue psychologique, et puis en fonction d'un point de vue pratique aussi, en fonction de où est-ce que vous habitez par rapport à votre hôpital. Après, ce qui est aussi bien, c'est que de se faire traiter dans l'hôpital à côté de chez soi, parce que maintenant en France, on a quand même des centres avec de l'hématologie, j'espère, répartis un peu partout, en tout cas en Aquitaine, c'est le cas, et qui sont, que ce soit les centres hospitalo-universitaires, les CHU, ou les centres hospitaliers régionaux, tout aussi compétents pour traiter et prendre en charge votre maladie. Donc voilà, il y a des solutions à domicile en fonction de où est-ce que vous habitez. Et puis après, il y a la possibilité aussi d'allègement thérapeutique en fonction. Donc ça peut être des choses qui peuvent être proposées pour faciliter ces traitements continus qui effectivement sont parfois assez lourds, uniquement d'un point de vue psychologique avec les allers-retours à l'hôpital. Très bien, merci beaucoup. On va passer à un autre sujet tout aussi important, c'est que pour les malades relativement jeunes et qui n'ont pas d'antécédents, ce qu'on appelle les comorbidités, et qui peuvent supporter bien sûr une forte chimiothérapie, on a encore comme indication standard l'autogreffe de cellules souches avec toutes ces contraintes. Alors, Thomas, quelles étaient un peu les avancées en matière d'autogreffe? Aujourd'hui, quel est le state of the art en autogreffe pour les malades? Et on a beaucoup de questions sur l'entretien après autogreffe, sa durée et comment on peut améliorer les effets secondaires, notamment beaucoup de questions sur la diarrhée au Revlimid et ainsi de suite. Alors, quand on parle d'autogreffe, il y a plusieurs étapes, parce que c'est une séquence qui est généralement assez longue. La première étape, c'est ce qu'on appelle l'induction. Le but, c'est de faire partir la maladie.
Donc, c'est souvent 4 à 6 cycles de traitement d'1 mois, souvent par des injections subcutanées ou des comprimés avec les fameuses quadruplettes dont on parlait. Ensuite, il y a l'autogreffe qu'on appelle l'intensification avec ces 3 semaines d'hospitalisation. Et puis ensuite, comme si on entretenait un jardin dont on avait vraiment fait partir toutes les mauvaises herbes, on entretient et on consolide le résultat qu'on a eu auparavant. Et donc là, au dernier congrès, les grandes actualités, c'est l'arrivée d'un nouveau type de traitement dès le début de la maladie, ce sont les anticorps bispécifiques. Donc c'est une nouvelle immunothérapie qui a 2 têtes. Le Darzalex a une seule tête, une tête chercheuse contre la maladie. Et les anticorps bispécifiques, ils ont 2 têtes. Une tête qui se fixe sur la cellule du myélome, avec une autre cible, une autre pièce de puzzle que le Darzalex ou l'isatuximab. Et puis une autre tête qui se fixe sur le lymphocyte T, qui est un globule blanc. Et en se fixant sur les 2 cellules, ça les rapproche et puis ça fait dire au globule blanc de détruire la cellule du cancer. Ce sont des traitements qui fonctionnent extrêmement bien chez les patients. Aujourd'hui, on les a à disposition à la rechute. Et donc, à ce congrès, on a vu des données dès le début de la maladie associées aux 4 fameuses boules dont parlait Bernard tout à l'heure. Donc, on arrive avec un traitement avec 5 types de molécules et on voit que ça fonctionne extrêmement bien, très rapidement et très profondément. Un seul bémol, c'est le risque de faire des infections, comme on détourne un peu les globules blancs de leur rôle premier de défense contre les microbes. Les patients sont plus fragiles aux infections malgré tout ce que l'on peut faire pour les prévenir. Deuxième grande actualité, c'est toujours l'arrivée de ces nouveaux traitements, mais pendant l'entretien. Donc, soit seul, soit en association avec du Revlimid. Aujourd'hui, ce que l'on peut faire en entretien post-autogreffe, c'est un traitement qui est recommandé de 3 ans par du Revlimid à petite dose, sans dexaméthasone, 3 semaines sur 4. Et puis à la fin des 3 ans, dans l'immense majorité des cas, on arrête. Parfois, on peut faire un traitement jusqu'à ce que la maladie devienne plus forte que le Revlimid ou que le patient supporte mal le traitement parce que le Revlimid, ce n'est pas anodin, ça peut entraîner des diarrhées, des crampes, des coups de fatigue. Et donc là, étaient étudiés ces anticorps bispécifiques qui fonctionnent aussi extrêmement bien et très rapidement et qui probablement pourraient permettre d'avoir un entretien plus court, peut-être 2 ans de traitement, ensuite arrêter le traitement et avoir une surveillance. Alors, en termes pratico-pratiques, pour la gestion des effets indésirables du Revlimid, pour les diarrhées, il y a le Questran qui fonctionne bien. C'est un sachet qui est un chélateur des selles biliaires. Souvent, les pharmaciens gardent les patients avec des drôles d'yeux, mais ça fonctionne très bien. Il faut juste le prendre à 3 heures d'intervalle avec le Revlimid. Ce sont des sachets. Puis après, il y a le reste des traitements plutôt classiques, l'imodium, le Tiorfan, le Smecta, et puis aussi les mesures de régime associées. Pour les crampes, on recommande de souvent beaucoup boire, souvent de l'eau qui est riche en magnésium, ou alors de prendre du magnésium. Et puis les différentes choses à base de quinine fonctionnent bien, soit des comprimés le soir, soit parfois uniquement du Schweppes pour les patients qui aiment ça. Ça fonctionne bien sur les crampes. Globalement, on voit que le Revlimid, les patients arrivent à le supporter presque 3 ans. Après 3 ans, ça commence à être difficile. Et de toute façon, un traitement qui altère la qualité de vie, qui empêche les patients de sortir faire leurs courses parce qu'ils ont peur d'avoir la diarrhée, c'est probablement le moment de dire que là, il faut arrêter le traitement, même si on est parfois à 1 an et demi, 2 ans du traitement d'entretien. Mais après, en discutant avec le médecin, en regardant si la maladie est en rémission ou pas, on peut arrêter plus tôt que les 3 ans, qui sont ce qui est recommandé aujourd'hui. On voit apparaître d'autres stratégies, peut-être associer le daratumumab, donc le Darzalex, une fois par mois aussi au Revlimid. Pour le moment, c'est en discussion, c'est en cours d'approbation par les autorités. Et pour le moment, notre groupe n'a pas encore statué sur ce qu'il faut le faire pour tous les patients, combien de temps. Probablement qu'on aura ces résultats-là courant de 2025. Excellent, merci beaucoup Thomas. À nouveau, je me tourne vers toi Bernard. Un peu les questionnements des malades en matière d'autogreffe que vous recevez à l'association ou par rapport aux analyses, les questionnaires que vous avez pu faire. Comment peut-on faire? Alors là, on a un commentaire, par exemple, est-ce que l'autogreffe peut être faite en ambulatoire? Ma réponse simple est oui.
Tout dépend où vous habitez, le soutien que vous avez autour de vous, la disponibilité des infirmières, la distance vis-à-vis de l'hôpital et ainsi de suite. Donc, Bernard. Mais c'est-à-dire jusqu'à, je dirais, il y a encore un an, on savait que si on était un patient jeune éligible à l'autogreffe, c'était quelque chose d'incontournable et l'autogreffe avait montré sa supériorité, hein, je veux dire, en termes de traitement. Aujourd'hui, je remercie Thomas d'évoquer l'induction avec la quadruplette à laquelle on rajoute un antibi spécifique. Alors, ok, est-ce que finalement, avec des résultats qui sont très probants, alors moi j'ai quand même deux questions. Est-ce que c'est finalement une piste pour éviter l'autogreffe, mais aussi, j'ai une deuxième question, est-ce qu'il faut proposer ça à tous les patients? Parce que j'ai plus de roue de secours quand même. Si la quadruplette, on dit que c'est le traitement standard qui est très efficace pour aujourd'hui une grande majorité de patients et qui offre la possibilité de déboucher sur des périodes de rémission très significatives, au point que certains, j'en ai fait partie, oublient la maladie, quoi, hein. Elle s'éloigne un peu de nous. Voilà, c'est une vraie question, quoi. Je veux dire, hein. Alors, historiquement, et c'est deux questions très très importantes, hein. C'est vrai qu'historiquement, et comme ça a été fait avec le daratumumab par exemple, c'était des traitements qui étaient au début utilisés à la troisième, quatrième rechute. Comme ce sont des traitements qui fonctionnent extrêmement bien, qui sont plutôt bien supportés, on les a fait avancer dans les lignes de traitement pour les donner dès le début de la maladie. C'est très probablement ce qui va se passer avec les anticorps bispécifiques. Alors à voir si on fait entre guillemets la totale ou est-ce que ça va remplacer un traitement ou un autre. Mais globalement, dans le myélome, on ne garde jamais un bon traitement sous la pédale et on sait qu'il faut toujours donner le meilleur traitement dès qu'on peut. On pense rarement à la deuxième ligne de traitement quand on commence un traitement, surtout quand c'est dès le début de la maladie. Donc on voit que ce sont vraiment des molécules qui entraînent une réponse très profonde, très rapide, toujours ce bémol des infections, mais qui pose la question de peut-être un traitement plus court. Et là, il y a un gros essai de l'IFM qui va arriver, qui va justement essayer de comparer le traitement classique avec l'autogreffe versus pas d'autogreffe, mais un traitement par anticorps bispécifique. Il y a une phase 2 qui est actuellement en cours. Et donc, ça y est, se pose la question de est-ce qu'on va pouvoir remplacer la greffe par les anticorps bispécifiques, comme peut se poser la question, on en parlera sûrement après, de est-ce qu'on peut remplacer la greffe par les CAR-T-cells. Voilà, c'était la question parce qu'on n'a pas abordé jusqu'à maintenant dans notre échange la place des quartiers et voilà et quelle est votre position? Faut-il démarrer avec un quartier plutôt qu'un bispécifique? Voilà, c'est vraiment des questions qui nous remontent beaucoup dans les webinars ou lors de la Journée nationale d'information sur le myélome. Alors, avant de répondre à cette question, bah, peut-être je vais demander à Titouan ou à Arthur de nous donner un aperçu des avancées en matière de rechute. Puis après, on va aborder comment se font le choix des traitements de rechute. Et faute de temps, malheureusement, je ne peux pas prendre toutes les questions qu'on a sur les effets secondaires du Revlimid et les effets gastriques. Ça a l'air, les intestinaux et la diarrhée, ça a l'air d'être quelque chose de traumatisant. Et je le comprends, ça revient régulièrement dans les émissions qu'on fait. Et vivement donc qu'on puisse faire des traitements à durée déterminée. Et en tout cas, mon conseil amical, c'est qu'un traitement qui vous pourrit la vie, il faut l'arrêter. Ça, il faut exiger, demander à votre médecin de vous l'arrêter. Et il n'y a aucune raison à souffrir toute sa vie juste parce qu'on doit obéir à son médecin. Il y a toujours des alternatives et des solutions. Allez, Arthur, un peu l'actualité de la rechute. Oui, les deux grosses actualités en matière de rechute, ce sont les CAR-T-cells et les anticorps bispécifiques. Actuellement, les deux, donc ce sont tous deux des immunothérapies et qui vont cibler le même antigène qui est donc BCMA. Je pense que la plupart des patients en ont entendu parler. Euh, on a eu à l'ASH des actualités en termes de CAR-T-cells, notamment les C-CARTITUDE-4 qui utilise un CAR-T-cell qui n'est pas disponible en France malheureusement, qui est le Cilta-cel. Nous, on peut prescrire un autre CAR-T qui s'appelle Midocel. La cible est la même. Je dis malheureusement, il n'est pas disponible puisqu'aujourd'hui,
Et ça, c'est pas pour mettre en concurrence les deux molécules, mais on a des données qui ont d'ailleurs été publiées, il me semble très récemment, qu'on comparait le Cilta-cel et l'Ide-cel, et on sait que le Cilta-cel aujourd'hui est un CAR-T qui est un peu plus efficace. Donc on espère, sur la base de ces données CARTITUDE-4, qui est un essai de phase 3 qui randomisait donc soit l'injection de Cilta-cel, soit un traitement dit standard de rechute, et on a une nette supériorité du Cilta-cel. Donc c'est un très bon traitement qu'on peut utiliser à la rechute. Donc on espère, hein, comme je le disais, sur la base de ces données, qu'on va avancer un petit peu en termes d'accès pour cette molécule qui est autorisée en Allemagne, par exemple. Je ne sais pas si elle est autorisée dans d'autres pays européens, Mohamed, à Alors, le part l'Allemagne. Cilta-cel, oui, il est tout à fait autorisé dans d'autres pays européens, notamment en Allemagne et en Autriche, en Suisse et peut-être paradoxalement au Royaume-Uni bientôt, alors que d'habitude ils sont en retard. Mais bon, voilà. Ce qu'on peut dire, c'est que nous, en tant qu'association F3M, on vient d'être sollicité par la HAS pour déposer une contribution. L'évaluation de ce CAR-T, hein, est programmée dans les jours prochains par la commission de transparence. Alors, Donc, juste pour Oui, faire sa prise en écho charge en droit commun. à ce que dit Bernard, et un peu pour clarifier les choses, parce que souvent maintenant on a l'impression qu'il y a un complot. Il n'y a pas de complot, il n'y a rien du tout. Aujourd'hui, notre haute autorité de santé, qui est une agence indépendante, qui a des modalités de fonctionnement et des règles, qu'elle ne fait que respecter les règles, quand il lui est soumis un nouveau médicament, un nouveau protocole, elle va l'évaluer en fonction de ces critères. Et après, on peut, nous, en tant que médecin, en tant que malade, en tant que soignant, être en accord ou en désaccord avec ces critères. Vous voyez, on peut être tous en désaccord avec le fait que les impôts sont très élevés. Ce n'est pas pour autant qu'on ne respecte pas et qu'on ne paye pas nos impôts. Donc, vous voyez, c'est pas un complot anti-malade, c'est pas pour faire des économies, entre guillemets, parce que, bon, on dépense beaucoup sur la santé en France, hein, il faut quand même rendre à César et être un peu juste de nos affirmations. Et donc, la première évaluation ne répondait pas parfaitement aux critères, mais il n'y a pas eu, à mon avis, à titre personnel, de préjudice pour les malades, puisque un autre CAR-T-cell était disponible, l'IDCell, et marche très bien. Là, on a de nouvelles études, de nouveaux résultats, de nouvelles données avec ce CAR-T-cell, Cilta-cel. Donc, il est licite que le dossier soit réétudié, soit représenté, et on espère, je dirais, une fumée blanche, même si je ne suis pas dans le secret des dieux. Dans le mois qui vient. C'est pour ça que je me suis permis d'en parler, c'est que ça va revenir d'actualité, le Cilta-cel, dans les semaines, mois prochains, au regard de ces nouvelles données, hein, qui étaient vraiment très importantes de CARTITUDE-4. Mais il est vrai que pour rassurer les malades, on a des options tout à fait intéressantes en alternative au Cilta-cel. Donc on a un autre CAR-T-cell, et puis j'en parlais, on a les anticorps bispécifiques, pas opposés CAR-T et bispécifiques. Ce sont des traitements qui vont pas forcément s'adresser aux mêmes patients. Il y aura une question du profil de la rechute, de la disponibilité plus ou moins rapide, voilà, du bispécifique par rapport à CAR-T-cell. Donc voilà, il n'y a pas d'opposition entre les deux. On sait que tous les deux vont avoir vraiment cette même cible BCMA qui est très importante. Donc on change par rapport au daratumumab et à l'isatuximab, on change de cible. Et donc ces bispécifiques, eux aussi, ont montré vraiment une grande efficacité à la rechute. On commence à avoir des données dans des lignes un petit peu plus précoces. Les premières données, elles étaient arrivées chez des patients qui avaient reçu beaucoup de traitements, et on avait déjà une vraie efficacité chez ces malades avancés, et dorénavant, on a quand même des essais bispécifiques, on l'a vu à la SH, hein, même en première ligne, en maintenance. Donc voilà, on parle de la rechute, mais c'est ces anticorps bispécifiques qui font beaucoup l'actualité en ce moment, on peut dire, remontent un peu les lignes et vont être proposés de plus en plus de façon précoce aux patients. Très bien. Alors, on a beaucoup de questions par rapport, si j'ai le choix entre des CAR-T, des anticorps bispécifiques, comment se fait le choix? Alors, au passage, je réponds à certaines questions en direct, d'ailleurs, vous avez remarqué, mais aussi, d'emblée, je réponds à la question, est-ce que les protocoles avec Talquetamab sont très bons? Oui, les protocoles sont excellents, et j'invite toujours
les malades à participer dans la mesure du possible et s'ils le peuvent à des protocoles. Encore une fois, il est toujours important de le dire et de rassurer, nous ne faisons pas des protocoles où vous êtes des cobayes et où on fait des placebos. Ça n'existe pas le placebo dans le traitement du myélome. Les protocoles, par définition, même quand ils comparent différents traitements, les traitements sont efficaces. Et l'idée d'un protocole, c'est de montrer qu'un traitement peut faire encore mieux. C'est-à-dire, je dis une bêtise, si vous avez une Mercedes haut de gamme, est-ce que je peux avoir une Rolls-Royce? Bon, c'est pas parce qu'on va vous donner la Mercedes dans le protocole que ça va vous porter préjudice. Donc, c'est très, très important. Encore une fois, je rappelle, pour ceux et celles qui ne le savent pas, les protocoles passent par un processus d'évaluation de sélection qui est parmi les plus sévères au monde, parce qu'il y a d'abord un comité d'éthique, il y a l'autorité, la NSM, il y a une évaluation européenne. C'est difficile quand même de faire n'importe quoi dans un protocole. Donc il faut vraiment démystifier un peu et rassurer vis-à-vis de cet élément des protocoles. Bernard, est-ce que ce point est clair? Est-ce qu'il revient souvent ou l'histoire du placebo et du cobaye? Oui, je ne sais pas si ce point revient souvent, mais je dirais la F3M tient le même discours que toi et encourage les patients à participer aux essais cliniques, parce que comme tu l'évoquais, alors peut-être on n'envisage pas tous d'avoir la plus belle des Mercedes, mais déjà de passer d'une voiture standard à une voiture encore plus performante, c'est voilà. Et, et avec cette vision d'une possible guérison à moyen terme, en étant quand même très prudent, parce que, voilà, moi, je peux te dire quand même que très récemment, j'étais en communication avec des malades qui ont bénéficié à la fois d'un CAR-T et d'un bispécifique et qui se retrouvent à nouveau confrontés à une rechute, voilà, un contrôle de leur maladie qui est compliqué. Alors, en effet, merci Bernard. On a notre ami William ou Kenneth Kessler, qui est Oui, mais un lui, malade de Paris, qui habite à Paris, qui est américain d'origine, et qui a d'ailleurs participé, fait un très beau témoignage dans une émission d'IACH pour les malades sur son expérience CAR-T, et qui nous fait remarquer effectivement que les CAR-T, même si on en parle beaucoup dans les médias, ce n'est pas non plus un traitement miracle, ça ne marche pas chez tous les malades. Et puis, il y a des malades qui ne peuvent pas, dont on juge, qui ne peuvent pas attendre d'avoir les CAR-T. Peut-être, Titouan, tu peux un peu préciser cet aspect parce que certains malades sont un peu offusqués en disant, mais il y a les CAR-T, pourquoi on ne m'en donne pas alors qu'on ne le fait pas exprès quand même. Oui, effectivement, c'est une très bonne remarque et des très bonnes questions, tout à fait légitimes. Ce que je voudrais dire tout d'abord, c'est que la décision de traitement avec ces nouvelles immunothérapies, donc CAR-T-cell ou anticorps bispécifiques, l'hématologue, il la prend pas tout seul dans son coin. C'est une décision qui est réfléchie en ce qu'on appelle en réunion de concertation pluridisciplinaire. Là, on discute des dossiers des malades pour pouvoir effectivement choisir le bon traitement pour chaque malade de manière individualisée. Et donc, la décision de traitement, elle va dépendre de plusieurs critères et qui vont dépendre du patient et des traitements. Donc, pour les CAR-T-cells, la difficulté, entre guillemets, ça va être qu'il y a un délai entre le moment où on décide de faire le traitement et au moment où on peut le réaliser, puisque ça nécessite de collecter les cellules du patient. Donc, et de les modifier pour qu'elles reconnaissent, donc là, dans cette situation-là, la cible qu'on a choisie, qui est BCMA. Et ensuite, il faut hospitaliser le patient avec une chimiothérapie de conditionnement préalable et lui réinjecter ses traitements par CAR-T-cell. Et ensuite, il y a une surveillance hospitalière qui est nécessaire afin de surveiller les différents effets secondaires liés au traitement. Donc, il y a toute une coordination, généralement, qui doit se faire et qui nécessite que la maladie soit contrôlée pour qu'on puisse faire ce traitement-là. Généralement, même, on est obligé de mettre en place un traitement d'attente pour justement éviter que la maladie progresse durant cette période où on doit prélever les cellules et les envoyer au laboratoire pour faire le traitement. Et donc, il faut que la maladie ne soit pas
progressive très rapidement et que le malade ne puisse pas recevoir le traitement, puisque ça, ce serait une véritable perte de chance. Donc, il faut qu'on puisse attendre. Et donc, pour certains patients, effectivement, on va s'orienter plutôt vers un traitement par anticorps bispécifique qui cible la même cible, un BCMA. Et donc, ces anticorps-là, on peut les faire, c'est une injection sous-cutanée. Donc, on peut le faire tout de suite, sans attendre. Donc, pour les malades voilà, qui ont des progressions rapides, parfois des complications comme une insuffisance rénale, donc le rein qui fonctionne un peu moins bien, ou une progression qu'on estime trop rapide et qui ne pourra pas attendre un traitement par CAR-T-cell. Dans ce cas-là, on peut s'orienter vers les traitements par anticorps bispécifiques. Mais les deux options sont des traitements qui sont quand même très, très bons dans les deux cas et pour lesquels on espère avoir une réponse au traitement. C'est vrai que la question de la séquence des traitements, donc ça veut dire dans quel ordre on peut faire les traitements, est une question qui est très débattue et discutée entre nous actuellement. Et c'est vrai que l'intérêt du CAR-T-cell, c'est, comme ce qu'on disait tout à l'heure, c'est d'avoir une période après le traitement où le patient n'a pas de traitement et est simplement surveillé. Donc c'est vrai que c'est un point très important et très, très en faveur du CAR-T-cell. Mais le traitement par anticorps bispécifique a également plein d'avantages, comme pouvoir être administré tout de suite, sans attendre cette période de fabrication du produit. Eh bien, c'est très clair, merci Toutouan. D'ailleurs, en parlant de carticelle, mais aussi de greffe, on n'a pas abordé, on nous pose la question pourquoi et dans quelle situation peut-on avoir une deuxième autogreffe? Et on a la question, est-ce qu'on peut avoir un deuxième quartier après un premier quartier si on a rechuté? Alors, je ne sais pas si Thomas, tu voudrais prendre ces deux questions. Alors, pour l'autogreffe, il y a deux situations. Il y a ce qu'on appelle faire une autogreffe en tandem, c'est-à-dire on fait une première autogreffe, ensuite on fait 2 mois de traitement d'induction, donc avec les 4 fameux traitements en piqûre et en comprimé, puis on fait une deuxième autogreffe. Ça, on en fait, je pense, de moins en moins. C'est surtout en fonction des habitudes des centres et c'est surtout pour des maladies qui ont des caractéristiques bien particulières au niveau des chromosomes. Ensuite, il y a l'autogreffe au rattrapage. Donc, imaginons, il y a 10 ans, j'ai fait une première autogreffe. Mon myélome revient. Il y a de nouveau besoin de reprendre un traitement. Et puis, j'ai 62, 65 ans. Je suis en bonne forme. Il y a cette possibilité de faire une autogreffe dite de rattrapage avec un traitement donc avant qui est un petit peu différent du premier que le patient a eu. C'est une option qui se voit aussi de moins en moins, mais qui est faisable. Faut avoir les cellules au congélateur toujours, enfin il y a certaines conditions. Et puis pour ce qui est du deuxième carticelle, donc le principe de l'immunothérapie, c'est comme des pièces de puzzle, une pièce de puzzle sur la cellule malade qui va coïncider avec une pièce de puzzle qui est sur un traitement d'immunothérapie. Et souvent, quand on fait une thérapie, par exemple avec le BCMA, un carticelle, si la maladie revient assez vite, eh bien, c'est qu'il va y avoir un problème au niveau de cette pièce de puzzle, soit qu'elle se modifie, donc le traitement n'arrive plus à se fixer dessus et ne fonctionne plus, soit par exemple que la pièce de puzzle s'enlève de la cellule malade, et dans ces cas-là, le traitement va se fixer un peu dans le vide. Donc de faire un deuxième traitement sur la même pièce de puzzle avec le même mécanisme d'action a montré que les résultats ne fonctionnaient pas si bien quand la maladie revenait vraiment très rapidement après le premier traitement. Donc aujourd'hui, la stratégie des laboratoires et puis des médecins, c'est d'essayer de trouver des nouvelles cibles, donc des nouvelles pièces de puzzle qui pour le coup poseraient pas du tout le même souci. On pourrait trouver des séquences d'enchaînement et qui fonctionneraient encore mieux. Très bien, merci Thomas. D'ailleurs, ça fait écho à une remarque de Michel Lemoine qui nous dit que j'avais compris qu'on essayait de préserver les traitements avant de passer au plus efficace pour gérer les rechutes. Et là, vous semblez dire le contraire. Effectivement, alors on ne dit pas forcément le contraire, mais on le dit un peu différemment, à savoir qu'aujourd'hui, il faudrait toujours utiliser, en tout cas essayer d'utiliser les traitements qui nous paraissent les plus efficaces immédiatement et pas forcément attendre les rechutes. D'ailleurs, ça fait écho à d'autres remarques. Les protocoles actuels et les recherches actuelles tentent à démontrer en tout cas, essaye de démontrer qu'on pourrait utiliser les carticelles beaucoup plus précocement dans l'histoire de la maladie, pas forcément attendre la troisième, quatrième ou cinquième rechute. C'est la même chose pour les anticorps bispécifiques. D'ailleurs,
On a beaucoup de remarques et malheureusement difficile de répondre sur les effets secondaires des anticorps bispécifiques, les infections, les bronchites, le besoin de recevoir ces immunoglobulines en permanence. Malheureusement, aujourd'hui, on n'a pas de solution magique pour pouvoir administrer un anticorps bispécifique sans toutes ces prophylaxies, ces préventions anti-infectieuses à côté. Et c'est vraiment très, très important et j'insiste parce que le malade peut le payer très, très cher. Ne pas arrêter les prophylaxies, les préventions par Bactrim, par Zelitrex, ne pas rater ces rendez-vous par immunoglobuline, hein. Alors, il y a différentes marques, je ne veux pas les citer. Donc, ça, c'est vraiment important. Je me tourne d'ailleurs vers Bernard sur cet aspect, entre guillemets, d'éducation et d'alerte des malades, la position un peu de l'association, parce que là, ça ne pardonne pas. Vous arrêtez votre Bactrim, on peut se choper une pneumocystose qui est quand même une infection pulmonaire dramatique. On craque, on n'a plus envie de venir prendre ces immunoglobulines, on peut se coltiner une infection virale dramatique. Bernard? Oui, bah, écoute, ce discours que tu viens de tenir, je l'ai déjà entendu, si tu veux, mais les réticences aussi des malades par rapport à tous ces traitements qui nous protègent d'infections graves, bon, sont parfois difficilement entendues en termes d'observance. Je pense qu'il y a un travail d'éducation à faire et qui ne sera jamais terminé. Il faut y revenir. Je peux te dire que sur notre plateforme Yellownet, là, et au travers de nos webinars, bah, ces questions-là, plus les questions des effets indésirables, tu disais qu'il y a eu beaucoup de remarques, de réactions. C'est vraiment un sujet de fond permanent. Donc, je pense que voilà, il faut y revenir. Il y a des gens qui rentrent dans la maladie et qui comprennent pas instantanément l'importance de suivre avec rigueur, avec observance ces traitements qui nous sont proposés. Très bien, merci beaucoup Bernard. Alors toujours dans la rubrique CAR-T-cell anticorps bispécifiques, on a une question par rapport, si on reçoit les CAR-T-cell en rechute, est-ce que ça porte préjudice à l'efficacité des bispécifiques ou vice-versa? Arthur, puisqu'on parlait aussi de cette fameuse séquence, alors il faut qu'on soit humble et modeste tous autour de cette table. Personne ne connaît la séquence magique. Et donc, si là, on vous parle d'une séquence et que votre docteur vous en a fait une autre, elle est probablement aussi bonne que celle dont on parle aujourd'hui, parce que personne ne connaît la bonne séquence. Ouais, je crois que c'est très important de rappeler ça, c'est que on a des idées pour le moment d'une séquence, mais il n'y a rien qui est gravé dans le marbre non plus. Donc, je pense qu'on peut aussi rassurer là-dessus. Pour le moment, les signaux qu'on a sont plutôt en faveur de faire le CAR-T-cell avant l'anticorps bispécifique, puisqu'on a vu dans certains essais ou des analyses un peu plus approfondies d'essais qu'on a à notre disposition, que si on faisait l'inverse, c'est-à-dire les bispécifiques avant, et le CAR-T-cell ensuite, on avait une moins bonne réponse. Donc, pour le moment, on s'oriente plutôt vers ça. Donc, c'est vrai que moi, dans mon centre, si on peut proposer, si tous les éléments sont réunis, comme l'a dit Titouan, hein, il faut quand même différents paramètres qui soient au vert, si je puis dire. On va plutôt proposer un CAR-T d'abord pour garder un anticorps bispécifique en option derrière cela. Sachant que pour le moment, on parle donc des CAR-T et des bispécifiques qu'on a à notre disposition, c'est-à-dire qui ciblent BCMA. Ce sera peut-être pas la même chose quand on aura à un moment donné le talquetamab, qui ne cible pas le même antigène. Donc, les séquences, comme on le disait à l'instant, peuvent être amenées à changer. Mais actuellement, on va plutôt se baser sur celle-là. Donc, je rappelle, CAR-T d'abord et ensuite l'anticorps bispécifique. Mais ça pourrait encore évoluer au fil des données qu'on a. Alors, on a pas mal de questions puisqu'on parle de bispécifique et tu as mentionné le fait, on a en gros actuellement en développement deux grandes familles d'anticorps bispécifiques et en fonction de la cible. Alors, les deux anticorps bispécifiques disponibles en France et largement utilisés, hein, il y a plus de 2000 malades qui les ont reçus.
ça cible une molécule qu'on appelle le BCMA, en lettres majuscules, peu importe, c'est B-Cell Maturation Antigen. Et il y en a deux, elranatamab et teclistamab, mais on a une autre cible, donc un autre anticorps qui n'est pas encore disponible de routine, qui est dans des protocoles, le talquetamab, qui cible le GPRC5D. Et on a des questions par rapport, outre les infections, peut-être Titouan, les effets secondaires du talquetamab et comment peut-on les prévenir? Parce que même les malades qui sont dans des protocoles, il n'y en a pas beaucoup, mais on a beaucoup de remarques là-dessus. Oui, c'est effectivement le talquetamab, il a des effets secondaires un peu spécifiques liés à cette cible, le GPRC5D. Et c'est principalement des effets secondaires, on dit cutanéo-muqueux, donc de la peau et des muqueuses. Euh, donc ça va survenir assez rapidement après les premières injections. C'est principalement une atteinte au niveau de la bouche. Donc il va y avoir généralement une perte du goût et parfois une inflammation dans la bouche. Et puis une atteinte au niveau de la paume des mains et de la plante des pieds avec des rougeurs, parfois ce qu'on appelle des desquamations. Euh, donc ça, il n'y a pas de traitement qui vont empêcher ces effets secondaires-là. Votre hématologue, généralement, va vous proposer des traitements symptomatiques pour justement diminuer les effets secondaires et améliorer la qualité de vie et le confort. Donc des pommades avec des corticoïdes. Parfois même certaines équipes mettent en place des suivis spécialisés avec des dermatologues aussi qui peuvent aider, des bains de bouche. Mais ce qui est important de savoir, c'est que ces effets, au fur et à mesure du temps, et notamment quand on va espacer les injections, vont diminuer. Généralement, nous, on a été dans les centres à Bordeaux où on a été un des premiers à faire ce genre de traitement et on était assez surpris de ces effets secondaires initialement et on a, avec l'expérience, vu qu'au bout de 3-4 mois de traitement, la plupart des effets secondaires sur la peau rentraient dans l'ordre avec justement une sorte d'accoutumance de l'organisme des patients qui permet de rentrer dans l'ordre. Mais c'est très important que l'hématologue prévienne le patient de ces effets secondaires-là pour pas qu'il soit surpris et lui assure que c'est tout à fait normal, lui propose de manière anticipée différents traitements si jamais ces effets secondaires arrivent pour qu'être sûr que ces effets secondaires soient soulagés et qu'ensuite on rassure sur le fait que bah, ça va passer, que de toute façon on adapte le traitement justement pour qu'il soit bien toléré, parce qu'un traitement efficace qui n'est pas bien toléré, ça malheureusement peu d'utilité. Il faut combiner les deux, une bonne efficacité et une bonne tolérance. Mais voilà, généralement, au bout de 3-4 mois de traitement, ces effets secondaires vont diminuer. Ce qui peut persister, ce qui peut être gênant au quotidien, c'est la perte du goût, notamment. Ça peut persister. Et ça, il faut parfois aussi apprendre aux patients à essayer les différents, parce que ça va dépendre des goûts, essayer les différents aliments qui peuvent potentiellement mieux être perçus et être plus faciles pour l'alimentation. Parce que il faut être vigilant sur des problématiques si justement il y a cette perte du goût, de dénutrition. Et bah, nous, je sais que par exemple, notre diététicien accompagne beaucoup les patients dans le service pour justement, si jamais ces problématiques de perte de goût, qu'on puisse apporter des solutions, des aliments généralement frais, sucrés, ça passe un peu mieux, voilà, pour être sûr que tout se passe au mieux. Merci Titouan. Bernard, est-ce que l'association propose des outils, et peut-être c'est l'occasion d'en parler, de faire la pub, pour un peu aider les malades et leurs familles à aborder tous ces effets secondaires parfois inévitables et On a un outil, on a développé un cours spécifique sur la plateforme Bionet avec des vidéos dédiées qui ont été réalisées pour traiter ces questions-là. On essaie aussi de faire de temps en temps des ateliers d'échange sur des... Parce qu'on n'a pas parlé, aujourd'hui on ne parle que médical, mais il y a des soins de support qui peuvent être intéressés, qui sont utiles pour permettre aux malades de mieux supporter ces effets indésirables. Donc on a évoqué ces différentes propositions à l'occasion d'ateliers. Et puis on encourage, voilà, parce que parfois on voit des malades qui se plaignent, mais ils n'en ont pas parlé avec leur hématologue. Donc voilà, on voit aujourd'hui, au travers des réponses qui sont faites, que vous pouvez adapter le traitement, le dosage, voilà, et que enfin, le message qu'il faut faire passer aujourd'hui, c'est bien d'évoquer ces effets indésirables au travers du chat de ce webinaire, mais c'est encore mieux de les évoquer lors de votre prochaine consultation avec votre hématologue.
Et Madame Sibari nous dit qu'il y a aussi les groupes de parole, d'échange naturellement. Oui, voilà, Un aussi. malade bien informé, en général, s'en sort toujours beaucoup mieux que le malade qui reste un peu dans son coin. Et ce n'est pas une critique, c'est un constat. Je crois qu'il faut être un peu proactif Bien sûr. et être un peu acteur Voilà. et Et la prendre les choses en capacité des main. malades à être acteurs est aussi est différente. Il y en a pour qui c'est plus compliqué parce que leur chemin de vie, voilà, Voilà. ne les a pas forcément amenés à être acteurs. Voilà. Ce d'autant plus qu'on ne va pas pouvoir répondre à la question, par exemple, de Madame Dalla Costa. Est-ce qu'on sait aujourd'hui ce qui provoque le myélome? Malheureusement, non. Par contre, pour faire écho à une autre remarque de Claude Guénaud, c'est que oui, l'exercice physique, ça ne peut que aider. Un régime riche en fibres, ça ne peut que aider. Ça ne prévient pas forcément le myélome, mais en tout cas, ça améliore clairement la tolérance des traitements. Mais c'est des choses dont les effets bénéfiques sont prouvés en cancérologie au sens large. Alors, on a beaucoup de questions sur ce fameux Zélitrex et ses prophylaxies et les vaccinations. Alors, je ne sais pas si Arthur ou Thomas pouvez nous rappeler un peu le calendrier vaccinal en quelque sorte, parce que, bon, d'abord, le vaccin anti-Zona ne vous autorise pas, les amis, à arrêter votre Zélitrex. Ça, il faut le savoir, hein, j'insiste encore une fois, ne jamais arrêter un médicament. Alors, si vous ne le tolérez pas immédiatement, il faut en parler, mais surtout, ces traitements préventifs, il ne faut jamais les arrêter comme ça, sur un coup de tête. Le prix peut être très cher. Côté complications. Alors, je ne sais pas, Thomas, au niveau vaccination, qu'est-ce qu'on recommande? Donc les vaccinations, c'est vrai que c'est important. Dès qu'on va commencer un traitement pour le myélome, globalement, il y en a 4 qui sont maintenant quasi systématiques ou du moins systématiquement recommandés. C'est grippe, Covid, pneumocoque. Maintenant, il y a un seul vaccin de pneumocoque, c'est le Prevnar 20. Et puis donc ce fameux vaccin contre le Zona, le Shingrix, qui est en fait 2 doses à 1 ou 2 mois d'intervalle en fonction de l'immunodépression, donc recommandé pour tous les patients, quel que soit leur âge et qui sont immunodéprimés. Donc historiquement, on a toujours dit que les patients sous traitement pour un myélome répondaient un peu moins bien au vaccin, ce qui est quand même plutôt logique quand on pense à la maladie et au traitement, mais finalement, ils répondent quand même. Donc, c'est important de se faire vacciner. Pour le Covid, c'est recommandé au moins 1 fois par an, comme pour la grippe. Pour le pneumocoque, normalement, c'est 1 fois, et puis on est tranquille au moins pendant 5 ou 10 ans. Pour le Shingrix, c'est aussi 1 fois. Comme l'a dit le professeur Motti, pas d'arrêt du Zélitrex recommandé, puisque sont vraiment des préventions qui sont systématiques. Et on sait qu'un zona, il a 6% de risque d'apparaître sous valacyclovir, alors qu'il est à plus de 25 ou 30% quand on ne prend pas de valacyclovir. Et il peut y avoir des douleurs qui sont assez longues. Il y a d'autres vaccins qui peuvent être recommandés. Parfois, il y a des vaccinologues qui travaillent avec vos hématologues et donc vous pouvez les rencontrer, comme le méningocoque ou l'hémophilus. Et puis, il y a des vaccins qui sont contre-indiqués, par exemple celui de la fièvre jaune, qui peut poser des soucis pour les patients qui veulent voyager, par exemple, dans des pays où c'est obligatoire. Et c'est un vaccin qui n'est pas recommandé, voire même qui est contre-indiqué chez l'immunodéprimé. Et donc, en gros, grippe, Covid 1 fois par an, le pneumocoque et le Shingrix au moins 1 fois. C'est 4 vaccinations importantes. Très bien. Alors, on va aborder un dernier thème que d'habitude on n'aborde pas, c'est ce fameux myélome indolent ou smoldering myeloma. Et il y a eu beaucoup de buzz et de bruit lors du congrès de la SH sur faut-il ou pas traiter le myélome indolent précocement. Il est indolent par définition, juste une précision, c'est que le malade n'a pas de symptômes, il ne se plaint de rien, mais que malheureusement, pour une raison ou une autre, votre docteur, mais il vous dit vous avez un myélome indolent et on va vous surveiller. Alors là, le débat, c'est de dire est-ce qu'il faut surveiller ou est-ce qu'il faut intervenir, traiter précocement. Alors, je sais qu'on n'aura pas de réponse définitive ce soir, mais on n'est pas là pour cacher, mettre sous le tapis les débats.
On peut en toute transparence dire les choses même quand on ne sait pas, dire on ne sait pas malheureusement parce que la science ne sait pas tout. Alors Arthur, qu'est-ce que tu peux nous dire? Parce là, j'ai repéré pas moins de 11 questions sur le myélome indolent. Alors, Euh, déjà, une bonne nouvelle, si vous avez un myélome indolent, c'est que vous vous plaignez de rien, donc c'est déjà bien. Bien sûr, on ne va pas répondre à la question en définitive ce soir, mais on peut présenter déjà ce qui a été actualisé et justement démontré lors de ce congrès. C'est vrai que ça a déchaîné les passions et je vois que ça continue encore de faire beaucoup parler. Petit rappel, historiquement, donc on ne traitait pas les patients qui avaient un myélome indolent. Donc ce sont des patients qui ont le stade de myélome asymptomatique, donc sans les fameux critères CRAB, vous savez, hypercalcémie, insuffisance rénale, anémie et atteinte osseuse. Donc, ces patients-là, étant donné qu'ils n'avaient pas de symptômes, on ne proposait pas de traitement. Aussi parce qu'à l'époque, donc il y a assez longtemps, on avait des traitements qui étaient considérés comme plus toxiques. Aujourd'hui, cette question est un peu remise en cause avec les nouvelles immunothérapies qu'on a à notre disposition. Et donc, il y avait un essai qui s'appelle l'essai Aquila, donc un essai très bien construit, un essai randomisé, un essai de phase 3, qui cherchait à démontrer une approche donc avec un traitement par daratumumab, que vous connaissez bien puisque quasiment tout le monde a reçu ce traitement, en monothérapie, c'est-à-dire seul, administré seul, et c'est important, en durée fixe. Donc c'était pas un traitement en continu jusqu'à progression. Et donc le traitement de contrôle, il y avait 50% des patients qui ne recevaient pas de traitement, comme il est de coutume actuellement dans la prise en charge du myélome indolent. À noter quand même que ça ne s'intéressait à des patients qui ont un myélome indolent considéré de haut risque, c'est-à-dire des patients qui vont progresser, donc c'est 50% des patients qui progressent dans les 2 ans. Aujourd'hui, il existe des scores qui permettent d'affiner un petit peu ce groupe de myélome indolent et de définir des patients voilà, qui vont être plus à risque d'évoluer plus rapidement vers un myélome symptomatique. Aujourd'hui, il y a un score qu'on utilise, sans rentrer dans trop de détails, qui s'appelle le score 20-20-20, qui est assez facile à mettre en place pour nous, les médecins, dans la pratique. Il se base sur le pic à plus de 20 grammes, une infiltration médulaire à plus de 20% de plasticide et un ratio de chaîne légère qui est supérieur à 20. Alors, dans l'essai Aquila, on utilisait un autre score, parce qu'il y a eu d'autres scores avant, un petit peu plus compliqués, mais ce qu'il faut retenir, c'est donc pour risque, je reprécise cela, le daratumumab en monothérapie faisait mieux en termes de survie globale, hein, c'est important, et de survie sans progression que l'approche qui consiste à ne pas proposer de traitement. Donc évidemment, c'est quelque chose qui a fait plutôt débat, puisque certains médecins considèrent qu'il ne faut toujours pas traiter ces patients qui n'ont pas de symptômes, qui ne se plaignent de rien, mais quand on voit les données donc, de l'essai Aquila, eh bien, on se pose la question. Et donc, je ne sais pas si on va vous clarifier vraiment la réponse aujourd'hui, mais c'est une option aujourd'hui qui va être possible, hein, probablement, puisque l'essai devrait amener un enregistrement du daratumumab en monothérapie pour ces patients. Donc, to be continued. Parfait, merci beaucoup Arthur. C'est vraiment très clair et on pourrait vraiment passer des heures et des heures. Nous sommes à 189 questions et la 190e, on me pose la question, est-ce que l'intelligence artificielle, qu'est-ce qu'elle va faire dans le myélome? Elle peut faire beaucoup de choses. Elle peut peut-être nous aider à comprendre la séquence, le choix des combinaisons. Elle peut nous aider peut-être à trouver les facteurs pronostiques, à mieux affiner. Mais en tout cas, elle ne remplacera jamais le contact et la relation privilégiée que vous pouvez avoir et que vous devez avoir avec votre médecin, votre infirmier, votre kiné, votre spécialiste, votre socio-esthéticien, enfin je cite un peu tout ce qui a été cité, tous ces professionnels dévoués et qu'on remercie au quotidien. Je crois qu'on arrive un peu à la fin de ce webinaire IACH. IACH, c'est l'Académie internationale d'hématologie clinique. Et dans le cadre de nos activités de formation, nous avons des activités destinées aux patients, comme ce soir. Nous avons eu aujourd'hui une discussion très riche, très pleine d'espoir, je crois, sur les avancées en matière de myélome multiple. À titre personnel, ce qui me touche le plus profondément, c'est votre engagement à tous, vos questions et aussi votre volonté de mieux comprendre
votre maladie pour avancer tous ensemble. Je crois que chaque nouvelle découverte est une lueur d'espoir. Chaque protocole donne encore plus d'espoir, mais c'est surtout votre force, votre résilience qui nous inspire chaque jour. Et je crois que mes collègues présents autour de cette table ronde virtuelle seront d'accord avec moi. Nous vous sommes très reconnaissants. Merci Bernard, merci à l'association, merci à vous tous présents ce soir, patients, familles, accompagnants, aidants, proches, voisins, cousins, cousines, grand-mère, grand-père, fils, filles. Merci pour ces échanges précieux, pour votre confiance et puis pour nous rappeler que chaque dernière avancée scientifique, chaque progrès médical, chaque protocole qu'on discute entre nous, il y a des vies, c'est vous, des visages et des histoires très personnelles et qui comptent énormément pour nous. Merci encore. Continuons ensemble, je ne sais pas si on peut l'appeler ce combat, cette aventure, avec toujours plus d'écoute, plus de progrès, plus d'espoir. À très bientôt, merci encore et puis je vous donne rendez-vous dans une autre émission d'IACH. Merci à tous. Merci. Au revoir. Au revoir.